Chapitre 4. Le sourire de nymphe. Mao Mao a appris le décès du petit prince héritier au dîner, lors de la distribution des écharpes noires. Cette première annonce chagrina cependant moins l'assemblée que la suivante. En plus de porter le deuil comme les autres occupantes du palais impérial, les domestiques allaient aussi devoir se passer de leur déjà maigre ration de viande pendant une semaine. La jeune apothicaire avait beau se satisfaire de la soupe et du millet qu'on leur servait le matin et le soir, ce menu, bien que parfois accompagné de légumes, n'en laissait pas moins nombre de ses semblables sur leur faim. Les origines des servantes de rang inférieur étaient très variées. Certaines avaient grandi à la campagne, d'autres en ville. D'autres encore, plus rares, étaient filles de fonctionnaires. Ces dernières inspiraient un peu plus de respect, même s'il leur fallait aussi faire leurs preuves. Dans l'enceinte de la cour intérieure, on attribuait un rôle à chacune en fonction de ses aptitudes, de sorte qu'une analphabète ne pourrait jamais s'élever au rang de concubine, qui restait un métier comme un autre, récompensé d'un salaire et de divers avantages, dont une chambre à soi. Tout ça pour ça, se lamenta Mao Mao en songeant au décès du nouveau-né. Mon avertissement n'y aura rien changé en fin de compte. Elle en imputait la faute à la mère de l'enfant, à ses dames de compagnie, et à leur usage excessif de poudre blanche, que la jeune apothicaire soupçonnait fortement d'avoir causé la mort du petit prince. Ce maquillage, hors de prix pour les femmes du commun, se retrouvait pourtant parfois entre les mains de certaines prostituées bien établies, soit parce qu'elles gagnaient plus en une nuit qu'un fermier durant toute une année, soit que leurs clients leur en faisaient cadeau. Elles s'enfardaient dès lors ostensiblement le visage et le cou, puis leur corps se mettait à dépérir. Mao Mao se rappelait les paroles de son père sur les dangers de la poudre, à l'époque où elle lui servait d'assistante dans le quartier des plaisirs. Sauf que les courtisanes s'en fichaient bien. Elles plaçaient leur beauté au-dessus de tout, au mépris de leur vie. À la fin, les deux leur échappaient. Voilà ce qui avait poussé la jeune apothicaire à réduire quelques herbes en bouillie pour rire, puis à rédiger un mot anonyme à l'adresse des deux favorites. Mais quelle raison aurait pu les inciter à suivre les conseils d'une simple domestique, même pas censée avoir accès à du papier ou à un pinceau? La période de deuil achevée, de nouvelles rumeurs se mirent à circuler. Il se racontait que, depuis le décès de son fils, l'empereur trouvait quelque réconfort auprès de dame Gyokyo et de leur fille rescapée, au point d'en délaisser dame Lifa, pourtant elle aussi meurtrie par le chagrin. Ah ça, c'est pratique pour lui, s'agaçait Mao Mao en finissant son bol de soupe, qui était ce jour-là venu agrémenté d'un minuscule morceau de poisson. Mais il était déjà temps de nettoyer ses couverts et de repartir au travail. Mao Mao était en train de transporter un panier de linge quand un eunuque l'avait arrêté pour lui enjoindre de se présenter au cabinet des servantes. Une convocation? Pourquoi faire? La gestion du personnel se répartissait entre 3 services distincts, véritables piliers de la cour intérieure. Le cabinet des servantes s'occupait des petites mains, le secrétariat de l'intérieur gérait les concubines, quant au département des domestiques, la responsabilité des eunuques lui incombait. Que peut bien me vouloir la servante en chef? Se demanda Mao Mao en voyant le serviteur répéter son ordre à d'autres domestiques. Au moins n'était-elle pas la seule concernée. Peut-être le cabinet avait-il besoin de renfort pour effectuer telle ou telle corvée. Elle déposa le panier de linge devant la porte de sa propriétaire, puis emboîta le pas à l'eunuque. La servante en chef résidait dans un bâtiment adjacent à l'entrée principale, l'une des 4 doubles portes qui s'ouvraient sur le monde extérieur. L'empereur en franchissait le seuil chaque fois qu'il venait rendre visite à l'une de ses concubines. Bien que sa convocation rende la présence de Mao Mao en ses lieux légitimes, elle ne s'en sentait pas moins nerveuse. Moins resplendissant que le quartier général du secrétariat de l'intérieur, son voisin direct, le cabinet des servantes affichait pourtant des ornementations bien plus riches que les appartements des concubines de rang moyen. Les rampes étaient sculptées de détails subtils, des dragons aux couleurs éclatantes s'enroulaient autour des colonnes vermillon. Guidée à l'intérieur du bâtiment, la jeune fille y découvrit un grand hall d'une sobriété inattendue, meublé en tout et pour tout d'un large et unique comptoir. Une dizaine d'autres servantes y patientaient dans un mélange d'inquiétude et d'enthousiasme.
Au bout d'un moment, un eunuque finit par leur dire « Ce sera tout, merci. Vous pouvez rentrer chez vous. Sauf toi, entre donc », ajouta-t-il en désignant Mao Mao. Mal à l'aise face à ce traitement de faveur, si c'en était bien un, elle pénétra néanmoins dans la pièce qu'on lui indiquait, sous le regard suspicieux de ses semblables qui n'avaient pas eu la chance, vraiment, d'être sélectionnés. La deuxième salle dans laquelle elle s'engouffra lui sembla très grande, même pour les quartiers d'un haut fonctionnaire. D'autres servantes y attendaient, qui regardaient toutes dans une seule direction. Intriguée, la jeune apothicaire aperçut une femme à l'air hautain, assistée d'un eunuque, assise dans l'un des coins de la pièce. Une autre femme un peu plus âgée se tenait à quelque distance de là. Si Mao Mao reconnut cette dernière comme étant la servante en chef, elle n'avait en revanche aucune idée de l'identité de la bêcheuse. À y regarder de plus près, l'anonyme avait des épaules plutôt larges, ce que renforçait peut-être l'aspect austère de sa tenue. Une espèce de ruban blanc retenait la majorité de ses longs cheveux noirs, laissant le reste retomber en cascade dans son dos, et tiens donc, c'est un homme. Il inspectait l'assemblée, un sourire de nymphe aux lèvres. Lorsque Mao Mao remarqua que toutes les domestiques rougissaient sous le regard de l'inconnu, y compris la servante en chef, elle saisit soudain de qui il s'agissait. Ce devait être ce bel eunuque dont ses camarades faisaient tant cas et dont Shaolan lui avait rebattu les oreilles. Avec ses cheveux doux comme de la soie, ses yeux en amande, ses sourcils aussi fins que les branches d'un saule et son aura presque lumineuse, il aurait fait de l'ombre à une nymphe céleste. Loin de tomber en pâmoison comme ses congénères, la jeune fille ne pouvait s'empêcher de se dire que c'était un véritable gâchis. En effet, tous les hommes qui travaillaient au sein du Rogong étaient des eunuques incapables de procréer. Or, imaginez un peu les magnifiques bambins que cet Adonis aurait pu produire. Elle poussait l'impertinence jusqu'à songer que même l'empereur ne résisterait pas à un tel éphèbe, quand l'intéressé se leva soudain d'un mouvement souple. Il se dirigea vers un bureau, se saisit d'un pinceau puis se mit à calligraphier avec des gestes élégants. Enfin, un sourire doucereux aux lèvres, il leur montra ce qu'il avait rédigé. Mao Mao se figea. Toi, avec les taches de rousseur, ne bouge pas. L'eunuque dut remarquer la réaction de la jeune apothicaire, car il braqua aussitôt son regard sur elle, la bouche étirée par un sourire plus large encore qu'auparavant. Il enroula ensuite la feuille avant de frapper 2 fois dans ses mains. « Ce sera tout pour aujourd'hui, merci. Vous pouvez retourner dans vos quartiers. » Les servantes s'exécutèrent sans masquer leur déception. Elles ne sauraient jamais ce qui était écrit sur le papier de l'Apollon. Mao Mao resta à sa place sans bouger et les suivit des yeux pendant qu'elle sortait. Tout à coup, elle prit conscience qu'elles partageaient toutes un même trait physique. Elles étaient plutôt petites et le visage constellé de taches de rousseur. Pour autant, aucune n'avait suivi la consigne du message, puisqu'aucune d'entre elles n'avait été capable de le lire. L'ordre ne lui était donc pas destiné de façon exclusive, mais au moment où la jeune apothicaire s'apprêtait à emboîter le pas à ses camarades, une main s'abattit sur son épaule. Apeurée, elle se tourna pour se retrouver face au sourire presque aveuglant de l'homme nymphe. « Oh non, pas toi !» dit-il. « Toi, tu restes. » À l'expression de son visage, Mao Mao comprit qu'il ne lui demandait pas son avis. On continue ? Chapitre 5 suivante. Curieux. D'après ton dossier, tu n'es pas censé savoir lire, déclara le bel eunuque en pesant soigneusement ses mots. Vous avez tout à fait raison, il doit y avoir une erreur, répondit Mao Mao derrière lui. Je viens d'une famille modeste. Qui aurait pu m'apprendre, gros malin, aurait-elle aimé ajouter. Sauf que jamais elle n'aurait osé faire un tel commentaire à voix haute. Non, elle était résolue à jouer à l'ignare jusqu'au bout, au point de laisser entendre ses piètres origines jusque dans sa manière de s'exprimer. À leur arrivée à la cour, les servantes de basse extraction étaient réparties différemment selon leur aptitude à la lecture. Lettrés et illettrés trouvaient chacune le moyen de se rendre utile.
Il n'empêche que pour une nouvelle venue comme Mao Mao, encline à jouer avec le feu, le mieux restait encore de faire profil bas. Le fonctionnaire impérial répondait au nom de Jinchi. La douceur de son sourire le faisait paraître inoffensif, au point qu'on l'aurait juré incapable de faire du mal à une mouche. Mao Mao se méfiait malgré tout de lui. Pour accabler une servante avec de telles questions, il fallait posséder un faux sournois. La jeune domestique n'était cependant pas en position de désobéir aux ordres de l'eunuque si elle tenait à garder la tête attachée au reste de son corps. Elle lui avait donc docilement emboîté le pas lorsqu'il lui avait commandé de la suivre en silence. Chemin faisant, elle s'efforçait d'anticiper la suite des événements et comment y réagir. Bien sûr, elle se doutait de la raison de cette convocation. L'avertissement laissé à dame Gyokyo, que l'homme tenait à présent dans sa main avec une nonchalance feinte. Pour autant, comment pouvait-il savoir que Mao Mao en était l'autrice? Elle n'avait confié à personne qu'elle savait écrire, pas plus qu'elle n'avait ébruité son expérience d'apothicaire ou ses connaissances en poison. Son écriture n'avait pas dû la trahir puisqu'elle l'avait volontairement déformée, tout comme elle avait pris garde à ne pas être vue au moment de livrer sa missive. Peut-être avait-elle néanmoins manqué de vigilance. Le témoin aurait décrit une jeune servante de petite taille, au visage piqueté de taches de rousseur. De toute évidence, Jinchi avait dû commencer son enquête par la comparaison des calligraphies des domestiques lettrés. Tous les efforts du monde pour transformer une écriture ne suffisaient pas à masquer complètement les détails et les caractéristiques qui lui conféraient la personnalité de son auteur. Après avoir fait chou blanc, l'eunuque avait donc dû être contraint de s'intéresser aux servantes qui, supposément, ne savaient pas écrire. Il est bien méfiant, celui-là, pensa Mao Mao. Ou alors c'est qu'il a trop de temps libre. Ses réflexions avaient atteint ce point assez peu charitable quand ils arrivèrent enfin à destination. Sans surprise, l'intendant du Rougon l'avait conduit dans le pavillon de dame Gyokyo. Il frappa à la porte. « Entrez » répondit une voix douce. Ils s'exécutèrent. À l'intérieur, une magnifique jeune femme aux cheveux roux berçait une bambine plongée dans un sommeil paisible. Aussi pâle que sa mère, à l'exception de ses 2 joues roses encadrées de boucles, la petite princesse respirait la santé. « Voilà celle que vous attendiez » déclara Jinchi. Une expression grave avait remplacé les airs fallacieux de l'employé impérial. « Merci de l'avoir retrouvée » répondit dame Gyokyo. Un sourire chaleureux aux lèvres, elle inclina ensuite la tête devant Mao Mao, qui en resta stupéfaite. Dans la milieu où la jeune fille avait grandi, on ne se souciait pas de protocole. Ignorant quoi répondre, elle choisit donc ses mots avec la plus grande prudence. « Je ne suis pas digne d'un tel honneur. Au contraire, je te suis très reconnaissante de ce que tu as fait pour ma fille. C'est un malentendu, vous devez me confondre avec une autre. » Elle avait beau y mettre les formes, contredire une concubine lui donnait des sueurs froides. Et pour ce qui était de se faire raboter à la hauteur de la nuque, elle n'y tenait pas plus que de côtoyer la noblesse ou des membres de la famille impériale, voire d'entrer à leur service. Une inquiétude, mêlée de perplexité, se lisait désormais sur le visage de la favorite de l'empereur. Jinchi, bien décidé à ne pas lâcher sa proie à présent qu'il l'avait retrouvée, brandit la bandelette qu'il tenait à la main, histoire de la mettre au pied du mur. « Ne trouves-tu pas que ce tissu ressemble à celui que portent les servantes ?» demanda-t-il à Mao Mao, l'air de rien. « Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'il y a une ressemblance. Elle jouerait l'idiote jusqu'au bout, même si elle ne trompait personne. Il s'agit davantage que d'une ressemblance, insista l'homme. En fait, ce bout d'étoffe a été arraché à l'uniforme d'une lingère. Au palais, les domestiques étaient répartis en 6 grands corps de métier. Mao Mao, qui s'occupait principalement du linge, était rattaché au service de la garde-robe, lui-même chargé d'habiller tous les membres de la cour. Sa jupe écrue était ainsi taillée dans le même lin grossier que la compromettante bande de tissu que l'eunuque agitait du bout des doigts. Pour tout dire, une curiosité un peu plus poussée aurait également révélé l'existence d'une couture inhabituelle dissimulée dans son envers, qui aurait tout aussi bien pu incriminer l'apothicaire et aucune autre des petites mains du palais. Autrement dit, Jinchi possédait là une preuve irréfutable de la responsabilité de la jeune domestique dans cette affaire.
Si un fonctionnaire impérial digne de ce nom ne se permettrait jamais d'examiner la jupe d'une servante sous les yeux de l'une des favorites de l'empereur, dans le doute, Mao Mao préféra quand même abdiquer. Confession valait mieux qu'humiliation. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? La question sonnait comme un aveu. Concubine et eunuque échangèrent un regard entendu. L'espace d'un instant, le silence se fit. La jeune fille ne percevait plus que sa propre respiration et les soupirs paisibles de la petite princesse. Le lendemain, on donna l'ordre à Mao Mao de rassembler ses maigres affaires. Brûlante de jalousie, Shaolan et ses autres voisines de chambre l'assaillirent de questions. L'apothicaire y répondit du mieux qu'elle put, entre sourires contraints et explications vasives. Évasives, pas vasives. Elles sont pas vaseuses. En réalité, elle venait d'être promue dame de compagnie d'une des favorites de l'empereur, ce qui signifiait qu'elle était sur le point de grimper les échelons de la cour impériale. J'ai lu 30 pages et c'est des grandes pages. Mais j'ai mal aux yeux là. Qu'est-ce que vous en pensez du début ? Nous sommes au tout début. Nous avons juste posé les bases. Oui, j'ai mal... Les pages sont quand même costauds et j'ai mal aux yeux.